Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. C'est un épisode un peu spécial que j'ai fait aujourd'hui, que j'ai voulu faire pour fêter donc les 1 an déjà de 42 nuances de SF, parce que du coup j'ai sorti mon premier épisode le 8 mars 2023, et donc pour fêter ça, j'ai voulu inviter les membres du Galactic Book Club dont je fais partie, donc qui est un club de lecture entièrement dédié à la science-fiction. Évidemment, je vous mets tout en description. Et d'ailleurs, parmi mes chers invités, que je remercie énormément d'être là et que je vais vous présenter, se trouve la capitaine du Galactic Book Club, Marion. Donc merci Marion d'être ici. Marion, tu fais aussi des live Twitch où tu nous parles de tes lectures et tu fais des séances de lecture aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je mets aussi tout en description. Donc voilà Marion, si tu veux te présenter, si tu veux en dire davantage, vas-y. D'abord, merci de m'avoir invitée. Moi, du coup, c'est Marion, comme tu l'as dit, et je suis sur les réseaux sociaux où je parle de mes livres principalement. Et depuis que j'ai eu envie de découvrir plus la SF, j'ai créé le Galactic Book Club pour trouver d'autres personnes intéressées par ce genre. Et voilà, en gros. Et ben voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, j'ai mis en description. Nous avons aussi avec nous Laure. Donc merci d'être là, Laure. Je te laisse te présenter si tu le souhaites. Et aussi, ça fait combien de temps du coup que tu fais partie du Galactic Book Club ? Oula, moi je suis une toute petite, dernière, je crois, ça fait très peu de temps. Ça fait longtemps que je lis de la SF, mais pas longtemps que j'ai décidé d'en lire, avec d'autres personnes sur internet. Du coup, je m'appelle Laure, je suis très fan de SF et j'ai une formation d'historienne. Du coup, je j'aime bien me plonger aussi dans l'histoire de la SF, en plongeant dans les genres, dans l'histoire des sous-genres, lire des livres, même si c'est pas des livres qui vont vraiment me plaire, mais pour, étudier une époque, un peu plus ancienne ou Ok. différents genres et différents courants. Oh, super sympa. Donc, heu, Ok, tu donc vas voilà, nous apporter archéologue. beaucoup de choses, je pense, dans cet On épisode. verra. Et enfin, on a avec nous aussi Gaëlle. Donc merci d'être avec nous, Gaëlle. Je te laisse te présenter aussi. Et toi, ça fait combien de temps aussi que tu fais partie du Galactic Book Club ? Je m'en souviens plus. Je suis arrivée après, je sais pas, peut-être 2 ans. On va dire, un peu moins, ouais, Ça entre fait 1 an un et demi moment, et en tout 2 cas. ans, on va dire. Hem, ouais, voilà, c'est ça. Et moi, à la base, je suis plutôt une passionnée de fantasy, Ah, de fantasy. et ça fait un petit temps que, depuis que je suis le Discord de Marion et puis, je voulais un peu diversifier mes lectures et du coup, je me mets de plus en plus à la SF et c'est vrai que c'est aussi un genre que j'aime beaucoup et qui est vraiment très, très chouette. Ok, nice. Voilà, quelques membres du Galactic Book Club. Encore merci d'être là, c'est vraiment un plaisir. Vous êtes les toutes premières invitées, donc voilà, je suis très heureuse. Là, on passe un cap dans ce podcast. Alors, du coup, dans cet épisode, on va s'éloigner de tout ce qui est un peu film, jeux vidéo, etc. pour plus se consacrer à la littérature de science-fiction. Et on va s'interroger sur pourquoi les gens lisent de la SF et pourquoi ils n'en lisent pas d'ailleurs, parce que faut avouer que la SF malheureusement ne connaît pas le même succès que les romans policiers, la fantasy ou les romances, et qu'elle reste un peu un genre repoussant. Et du coup, je trouve ça super de pouvoir en parler avec vous parce que on a plein de points de vue différents, et dans le club, on a aussi bien des personnes adeptes de la littérature SF que des personnes néophytes. Donc on voit tout un tas de lecteurs et de lectrices différents. Donc déjà avant de commencer, j'aimerais vous demander quel a été le premier roman de SF que vous avez lu, si vous vous en souvenez, et est-ce que vous aviez conscience que c'était de la science-fiction ? Donc je sais pas qui veut commencer, peut-être Marion ? Alors le premier livre de SF que j'ai lu, je pense que ça doit être Hunger Games en vrai, hein. Par contre, je savais pas spécialement que c'était de la SF. Juste pour moi, je regroupais un peu tous les livres de l'imaginaire ensemble. C'était surtout ça. Ouais, je pense que c'est ça le premier. Mais c'était pas le plus impactant. Du coup, le plus impactant pour moi, ça a plutôt été, Fondation de Asimov. Puisque c'est lui qui m'a donné envie de continuer réellement à approfondir le genre. Ok, d'accord. On y reviendra après, mais je note, ok. Alors, du coup, c'était quoi, toi, ton premier livre de SF ? Alors moi, c'est compliqué parce que j'en ai lu un au CP. Heu,
En fait, au moment où on apprenait à lire, tout simplement, on avait des livres qu'on pouvait lire tranquille à la fin de la classe si on voulait et il y avait plusieurs niveaux et il y en avait un, niveau 3 que personne ne enfin, en gros, personne allait dans la zone des niveaux 3 et il y avait un livre de SF. Maintenant, rétrospectivement, je sais que c'en est un parce que Mhm. c'était l'histoire d'un petit gamin qui rencontrait une extraterrestre avec des yeux violets et ils devenaient amis et je me souviens que de ça. Du coup, je pense que c'est ça. Mais après, bon là, j'avais aucune idée que c'était de la SF, hein, je savais juste que c'était un peu étrange, un peu différent de ce que Mhm. je lisais, quoi. Mais après, le premier roman, où j'ai su que c'était de la SF, c'était un livre de Evelyne Brizoux-Pellenne qui s'appelle La dernière étoile. Donc ça, je l'ai lu quand j'étais en 6e. J'avais d'autres livres de la même autrice qui a fait des livres de fantasy et des livres des romans historiques. Du coup, celui-ci, c'était un livre de SF, assez intéressant en vrai aussi, et avec une fin, un peu originale, enfin un peu, où on change de paradigme. On se rend compte qu'il y a un truc, qui fait réfléchir l'histoire tout différemment. Ok. Et est-ce que c'était une lecture que tu devais lire pour le collège ou c'est Non, vraiment... non, 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 ok. ça c'est je pense c'est mes parents qui me l'ont offert. Ok, d'accord, d'accord. Et toi, Gaëlle, du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier livre de SF? Ouais, alors moi, mon premier livre, c'est un livre jeunesse qui s'appelait Projet Oxatan ou Oxatan, je sais pas comment on dit, de Fabrice Collin. Et après, en adulte, mon premier SF, ça a été Le Grand Secret de Barjavel, que j'avais trouvé très cool. Mais ceci dit, en réfléchissant à ce podcast, je me suis dit que, effectivement, j'avais eu toute une phase de lecture ado dystopie avec Oui, Hunger Games, Divergente ah oui, oui. et tous ces trucs-là, et que j'avais pas du tout conscientisé que c'était de la SF à l'époque, Ok, mais vraiment pas du tout, ok. quoi. Ok, c'est intéressant, surtout quand tu dis dystopie, souvent on a tendance à... Enfin, souvent je vois la dystopie exclue de la SF, alors que je pense qu'on est d'accord pour dire que la dystopie c'est quand même un sous-genre de la SF. Et des fois, quand je demande aux gens, enfin voilà, s'ils ont lu de la SF, ils me disent non. Par contre, enfin, j'ai lu Hunger Games, j'ai lu Le Labyrinthe, j'ai lu Divergente, etc. Et pour moi, c'est de la SF du coup. Mais du coup, c'est intéressant que. Oui, On fait le même constat. et puis si on élargit, à d'autres types de littérature et qu'on intègre genre les mangas, Oui, bien DBZ, sûr. Nausicaa, tout ça, enfin c'est aussi de la SF, quoi. Souvent ça passe à la trappe. Exactement, exactement. Moi, pour ma part, je crois que c'était Frankenstein de Mary Shelley ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et en fait, les deux, je devais les lire pour mes cours d'anglais au lycée. Et, euh, et en vrai, j'avais pas trop conscience que c'était de la SF, enfin, surtout pour Frankenstein. Mais voilà, je trouve ça intéressant de demander si on a conscience que c'est de la SF ou pas, parce que là, de ce que je comprends, c'est qu'on a quand même commencé à lire de la SF assez jeune. Et on n'a pas trop forcément la définition. Enfin, contrairement à la fantasy, la SF, c'est vrai que c'est beaucoup moins conscientisé, beaucoup moins connu. Donc, je trouvais ça intéressant de poser cette question. Mais c'est plus divers aussi. Il y a plein de choses très, très différentes qui peuvent rentrer dedans, alors que la fantasy, une fois qu'on a un elfe, il y a pas trop de débat, quoi. C'est ça. Oui, oui, en effet. Bah là, on va parler de ça dans ce podcast, donc c'est parfait. Donc voilà un peu globalement nos premiers rapports à la littérature science-fiction. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez quand vous lisez de la science-fiction principalement? Est-ce que c'est pour s'évader ou réfléchir sur le futur? Je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de la SF quand vous lisez un livre en fait de science-fiction? Je sais pas qui veut commencer. Ben moi, je pense qu'au final, je différencie pas trop la SF des autres genres que je lis. Et quand je lis de la SF comme de la fantasy, moi, c'est surtout pour m'évader, en fait. Vraiment dans un autre univers, avec d'autres codes. Et moi, j'attache beaucoup d'importance aussi aux personnages quand je lis. Donc moi, s'il y a tout un univers de science-fiction qui est hyper élaboré, mais que les personnages me parlent pas, ça va pas me happer, quoi. Donc, ouais, moi, vraiment, découvrir des nouveaux univers, des nouveaux concepts, m'évader et qu'il y ait des personnages chouettes, quoi. Ok, ok. Quand tu dis nouveau concept, c'est du coup plus des concepts scientifiques ou Ben, pas forcément, Ok, ouais. parce que je me rends compte que je lis pas forcément de la SF où il y a forcément beaucoup de concepts scientifiques.
À part peut-être le problème à 3 corps, mais c'est pas ça qui m'a marqué le plus, en fait, au final. Donc ouais, non, c'est pas du tout ce qui est le plus important, pour moi. Ce sera plutôt des concepts, au niveau, valeurs morales, par exemple, certaines thématiques, certaines problématiques qui sont pas forcément spécifiques à la SF, au final. Laure, du coup, toi, qu'est-ce que tu attends principalement quand tu lis de la science-fiction? Alors moi, je pense que je cherche vraiment il y a deux aspects, en fait. Il y a vraiment ce côté, archéologie de la SF, j'avoue, où j'aime bien, me dire, qu'est-ce qui a donné envie à des gens de partir dans des délires aussi lointains, depuis, aussi longtemps? Donc ça m'intéresse, voilà, de chasser un peu les origines des idées, à ma petite échelle. Je suis pas une spécialiste, mais du coup, j'aime bien aussi regarder, je sais pas, à côté de moi, là, j'ai un bouquin, d'Apophis, Le guide des genres et des sous-genres de l'imaginaire. Je sais pas si vous le connaissez? Ah, bah oui, Et du oui, oui. coup, voilà, par exemple, là, l'un de mes objectifs non dits de ma vie, ça serait de lire tous les livres qui sont mentionnés dans ce livre. Ah oui, Donc voilà, j'aimerais bon bien me courage. dire que j'ai une vision un peu large, de tout plein de genres, quoi. Donc ça, c'est un un but un peu too much, mais sinon, un but un peu plus, resserré, c'est d'avoir des réflexions, je pense, sur, soit la politique, soit la morale, et l'éthique du genre humain, je pense, et du coup, d'explorer les futurs possibles en tirant tous les fils, heu imaginables, et même si c'est des fils qui tordent un peu notre morale, bah, comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec? Comment les personnages vont gérer le truc, quoi. Ça, c'est vraiment ouais, c'est peut-être ce que je cherche le plus. Donc ça serait plus axé sur la réflexion, peut-être plus, peut-être moins sur l'évasion. Enfin, en tout cas, Oui, oui, j'avoue, peut-être un peu moins, ouais, ouais. Mais peut-être que je garde ce plan-là pour la fantaisie, c'est possible, mais après j'ai pas encore trop, conscientisé le truc. ouais, c'est super intéressant. Et toi, Marion, du coup, qu'est-ce que tu attends en lisant de la SF? Bah, du coup, moi, je pense que c'est un peu entre les 2 parce que, aussi bien j'ai envie de m'évader en lisant, de la SF, mais autant, je pense que la SF, c'est aussi un genre super intéressant pour pouvoir, pousser certaines réflexions, et je pense que selon les livres et selon comment on l'aborde, on peut avoir, soit une lecture, plutôt de surface où on va vraiment, s'évader sans forcément pousser la réflexion, et si on veut, on peut vraiment réfléchir beaucoup plus à ce qu'on lit. Donc ça va vraiment dépendre de mon mood peut-être, mais c'est clairement des choses que je peux rechercher parce que j'aime bien lire de la SF féministe, j'aime bien essayer d'avoir, certains sujets que j'aime beaucoup déjà en temps normal et qui m'intéressent énormément, comme le féminisme, l'écologie et cetera. J'aime bien retrouver tout ça, dans mes littératures, dans mes lectures de SF. Et puis aussi, savoir comment l'auteur, imagine potentiellement notre futur ou ce qui pourrait nous entourer à plus grande échelle, quoi. Mhm. Ok. Donc, on va voir maintenant ben, les obstacles qui peuvent freiner quand on veut lire de la science-fiction et premièrement quand on veut aussi s'évader dans un nouvel univers. Et toi, t'as pas dit pourquoi tu lisais de la SF? Moi, je suis curieuse. Oui. Bah en fait c'est un peu comme vous, c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de me répéter. Ça va dépendre de mon mood. Je trouve que c'est vraiment bien parce que avec la science-fiction, parce que je lis aussi de la fantasy, je retrouve pas autant ces deux apports dans la fantasy. Je sais pas si vous me rejoignez ou pas, si vous avez un peu le même avis. Laure, je sais que tu lis, enfin je sais pas si vous lisez beaucoup de fantasy, du coup Laure oui. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis effectivement, je pense que ça permet, il y a plus de diversité, globale, Oui, voilà, au niveau de la des thèmes. science-fiction. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, je lis moins de fantaisie qu'avant parce que je trouve qu'on tourne plus vite en rond sur les thématiques qui sont abordées, et en SF, je trouve qu'on a un panel même tellement diversifié entre, le space opéra et des choses qui vont, plus se passer, sur Terre et qui vont vraiment être plus ciblées sur Ouais, les personnages. les voyages dans le Vraiment, temps, on a les vraiment de changements quoi faire. d'ADN, enfin il y a de tout, quoi. On a vraiment de quoi combler, toutes nos envies, et d'un livre à l'autre, lire des choses, tellement différentes qu'au final, ouais, on pourrait avoir l'impression de pas lire le même genre alors qu'au final, on reste toujours dans la SF, quoi. Je suis à moitié d'accord.
Dans le sens où c'est vrai qu'il y a plus de diversité de peut-être de sous-genres et plus de thématiques dans la SF. Mais moi, j'ai aussi l'impression que comment expliquer ça? Que c'est aussi, quelque chose de plus général où moi, quand j'ai voulu trouver vraiment les thématiques qui m'intéressaient avec voilà, du féminisme, des personnages queer et cetera, ça a été vraiment une recherche, qui s'est fait, dans tous les genres, quoi. Autant en fantasy qu'en SF et qu'une fois que j'ai réussi à trouver mes autoristes favoris, qui parlaient de sujets qui m'intéressaient, enfin, j'ai pas ressenti une grosse différence entre la SF et la fantasy dans ma recherche à ce niveau-là, quoi. Je me suis pas dit qu'en science-fiction, c'était forcément plus facile, qu'en fantasy, parce que dans les 2 cas, j'ai trouvé des autoristes qui me parlaient, quoi. Ouais, t'as trouvé ce que tu cherchais dans les 2 genres. Ouais, c'est ça. Après, oui, évidemment, faut pas non plus réduire la fantasy à ça. Moi, c'est plus en termes de... J'ai vraiment l'impression de lire 2 lectures très différentes. Enfin, je peux enchaîner 2 livres sans avoir l'impression d'avoir certains schémas qui peuvent être les mêmes, où on découvre un univers, puis tout ce qu'on va rencontrer plus en fantasy, je trouve. Mais après, c'est peut-être pareil, une vision plus limitée parce que j'en lis moins et que j'ai été très influencée par les réseaux sociaux à un moment donné dans mes lectures et que c'est toujours un peu la même chose qui est promue à chaque fois et du coup, on se retrouve à lire un peu la même chose. Ouais. Oui, peut-être, moi je suis un peu dans ton cas, Marion, je lis de la fantasy, mais quand même un petit peu moins. Et en effet, moi ce que je vois beaucoup, c'est aussi sur les réseaux sociaux et voilà, peut-être qu'on a un point de vue, enfin une vision un petit peu stéréotypique de la fantasy, comme plein de gens peuvent avoir une vision stéréotypique de la SF, et on est là justement pour changer cette vision-là. Donc, du coup, quand je parle avec des personnes autour de moi, je vois qu'il y a plusieurs obstacles donc, qui peuvent freiner les personnes quand elles veulent s'évader dans un nouvel univers, donc en lisant de la science-fiction. On le sait, donc comme on le disait un petit peu, ça peut être très laborieux d'entrer dans un nouvel univers, que ce soit donc et en SF et en fantasy pour le coup. Et je l'ai vu d'ailleurs dans un de tes live Twitch, Marion, j'ai lu quelqu'un qui a dit je lis pas de SF parce que je comprends rien. Et donc dans la SF, mais aussi dans les genres de l'imaginaire en général et en fantasy, on est souvent obligé de passer par la case scène d'exposition, enfin explication à donf, où on va expliquer l'univers, etc. Donc dans la SF, l'univers futuriste ou uchronique. Et là où la fantasy fait souvent référence à des esthétiques... qu'on connaît un peu médiéval, etc., mais pas que, je veux pas réduire la fantasy que à ça, mais globalement fait référence à des esthétiques qui nous parlent beaucoup plus et qu'on connaît un minimum. Dans la science-fiction, on est souvent obligé de passer donc par des explications scientifiques, et selon le domaine scientifique, il va pas être accessible à tous. Donc il faut rendre accessibles ces explications, d'où les scènes d'exposition scientifique à rallonge que l'on retrouve notamment dans la hard SF, évidemment. Donc la hard science-fiction. Mais là où les films de SF peuvent nous résumer un univers en quelques plans avec des indices visuels, etc., dans la littérature, quand on lit, c'est carrément plus compliqué forcément, et je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie de se farcir des pages de vulgarisation scientifique, et je pense sincèrement que ça peut impacter la lecture quand on s'y attend pas. Alors bien sûr, on y reviendra après, mais on est là pour rappeler que la SF, ce n'est pas que ça, et qu'il y a plein de livres ultra accessibles et pas forcément scientifiques. Mais voilà, je voulais en parler avec vous et avoir votre avis là-dessus, parce que j'ai vu beaucoup de gens commencer à lire de la SF par un livre de hard SF, et ça les a dégoûtés, et genre ça me rend trop triste, parce que les gens après ils réduisent la SF qu'à ça, et j'ai envie de leur dire mais non, revenez, il y a plein de trucs encore. Donc voilà, est-ce que vous personnellement vous aimez la hard SF, ou vous avez tendance à l'éviter, ou alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un livre comme ça qui abusait de scènes un peu d'exposition, enfin d'explication, de vulgarisation scientifique, et est-ce que selon vous ça a impacté votre lecture, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment impacter une lecture globalement? Donc moi je lis pas mal de hard SF, j'avoue, et j'ai même, enfin je vais pas dire que j'ai commencé par ça, mais j'en ai lu assez tôt dans mon parcours, SF, et en fait je pense le côté, scène d'exposition très longue, qui peut faire peur un peu. J'ai envie de dire que en fait, la RDSF, ça faut pas confondre ça avec un truc qui serait difficile. Hard, ça veut dire que c'est, Les heu sciences dures. ouais, voilà, science dure. Du coup, si jamais
l'auteur, il sait, il fait exprès, il doit expliquer et normalement, c'est censé être un truc, cohérent, compréhensible, même si on n'a pas, un doctorat en sciences, dures, quoi. Du coup, faut pas non plus se dire hard SF: «Ouh là là, c'est non». Il y a aussi plusieurs niveaux dans la hard SF, donc faut pas l'éliminer, même si c'est dans les premières options de lecture de SF, on peut très bien trouver un livre de hard SF qui soit plus accessible qu'un autre, à mon avis. Donc moi, je pense j'ai commencé par un bien dur. J'ai commencé, le premier que j'ai lu, c'était, L'œuf du dragon, de Robert Forward, qui est assez chaud. Mais mais en fait, ça m'allait, je me suis dit, je savais un peu dans quoi je m'embarquais, donc il faut aussi savoir ça. Oui, c'est ça, c'est important de... Parce que souvent, les gens, quand ils vont lire des fois un livre de hard SF, ils vont commencer à lire de la SF en commençant par un livre de hard SF sans en être conscient, sans le savoir. D'où l'importance des classifications. Enfin, je compte faire un épisode là-dessus de toute façon, mais je sais pas si Marion, tu veux Allez. enchaîner, vas-y. Du coup, moi, j'ai commencé la hard SF avec Liu Cixin, avec Boule de foudre, et j'ai trouvé que c'était moins dur que ce qu'on pouvait s'attendre et que du coup, ça avait vachement désacralisé un petit peu ce genre qu'on met un peu sur un piédestal quand on connaît pas, en mode c'est vraiment le truc inatteignable. Et après, j'en ai lu d'autres et je me suis rendu compte même au sein même de la hard SF, il y avait des niveaux différents. Il y avait surtout des auteurs qui expliquaient beaucoup mieux que d'autres. Pour moi, Liu Cixin fait partie de ces auteurs qui expliquent très bien les concepts et en tout cas le, mince, je trouve plus mes mots. Le concept global qui est nécessaire à la compréhension de l'histoire, parce qu'en fait, il n'est pas forcément nécessaire de comprendre tout dans les moindres détails, hein. L'important, c'est vraiment de comprendre en quoi ça sert l'histoire. Et du coup, quand on a eu cette première approche un petit peu qui remet les pieds sur terre en mode c'est pas si compliqué que ça, c'est beaucoup plus simple après de se lancer dans la hard SF. Et je pense que les gens, ils ont peut-être du mal parce qu'ils ont l'impression que la hard SF, c'est ce qui englobe toute la science-fiction. Et au final, ils ont peut-être lu déjà de la science-fiction sans s'en rendre compte avant. Je suis grave d'accord. Et notamment, du coup, il y a l'adaptation Netflix qui va sortir, c'est la semaine prochaine, je crois, non? Il me semble. Ouais, je crois que c'est le 21. Ouais, c'est ça, le 21. Oui, le 21, jeudi. Ouais, jeudi, merci. Du coup, j'ai hâte de voir. Bon, j'ai pas trop d'espoir parce que c'est Netflix, on en avait déjà un petit peu parlé. Mais du coup, j'ai hâte de voir comment. Là, du coup, c'est pas Boule de foudre, c'est le problème à trois corps. Mais problème à trois corps, c'est aussi un petit peu pareil, ça reste de la hard SF. Et j'ai hâte de voir comment ils vont adapter ça. Et j'ai dans l'espoir aussi que, voilà, forcément, comme je disais, les œuvres visuelles aident à rendre accessibles certains concepts scientifiques, à mon sens. Donc, du coup, j'ai hâte de voir comment ils vont adapter tout ça. Ouais. Mais on va avoir un visuel sur quelque chose dont on n'a aucun visuel. Mais c'est ça, c'est ça. Ça me fait réfléchir à ce qu'il y a des trucs dans cette histoire, c'est compliqué. Fou, ouais. Non, mais ça va être dingue. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que Marion, tu veux ajouter quelque chose ou... Et pour revenir à une autre de tes questions, qui était est-ce que ça avait eu un impact aussi dans mes lectures en fonction de la difficulté? J'ai eu d'autres livres du coup de hard SF qui m'ont un peu plus perdue en termes, je sais pas si c'était les explications, la façon dont c'était utilisé, si c'était aussi à travers les thématiques que l'auteur voulait aborder. Mais par exemple, l'île de Silicium, j'ai pas du tout compris là où l'auteur voulait en venir, et il y a un moment donné, il part dans des explications. Clairement, ça a impacté mon expérience lecture, quoi. Donc forcément, quand on comprend pas, quand c'est mal expliqué, ça a un impact. C'est vrai que ça joue énormément, parce que ça reste quand même... J'aimerais faire un épisode là-dessus aussi, j'ai trop d'épisodes à faire. Mais je trouve que écrire de la RDSF, ça reste quand même un travail un peu de vulgarisation scientifique. Et donc forcément, t'as des personnes qui vont plus vulgariser, qui vont mieux vulgariser que d'autres. Donc ça reste un sacré défi aussi quand même, j'imagine. Oui, ou des types de médiation justement qui vont plus s'adapter à un certain public qu'à un autre finalement. Alors moi, j'ai déjà lu de la hard SF avec la trilogie du problème à trois corps, que j'ai trouvé incroyable. Mais ouais, c'est vrai que dans le même temps, je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être pas forcément accessible à tout le monde. Mais
je sais pas si c'est lié à la partie, scientifique ou si c'est juste parce que c'est vraiment des très gros livres, très touffus, quoi et donc je me dis qu'il faut quand même être un gros lecteur, mais je me suis pas dit que c'était lié au concept scientifique parce que justement, l'auteur, les explique très bien et c'est pas du tout et même dans le comprendrait pas trop les trucs scientifiques, ça empêcherait pas de bien comprendre l'histoire, en fait, au final. Hem et après, je crois pas que j'en lis énormément et à la fois, je sais pas trop. Je me dis que ça se trouve, j'en ai lu, mais que je me rendais pas compte que c'était de la hard SF, peut-être. Parce qu'effectivement, j'ai une image, je pense, de la hard SF qui est hyper biaisée, hyper stéréotypée. Où j'ai l'impression que c'est vraiment un truc, hyper compliqué et j'ai l'impression, on va en parler après dans le podcast, je pense, mais que c'est un truc hyper masculin aussi. Oui, on va y revenir en Que effet, c'est ouais. des trucs entre mecs où ils parlent Ouais, de c'est les sciences trucs, dures. Ça, c'est un truc. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, je pense que j'en ai lu, mais juste j'avais pas compris que c'en était. Parce que, ouais. Après, je pense qu'il y a un livre que beaucoup de personnes ont potentiellement lu et qui fait partie quand même de la hard SF et c'est, Seul sur Mars et comme, il a été adapté, en film, beaucoup ont dû le lire, grâce à ça, je pense et il est pas du tout complexe. Après, il faut aimer la science parce que forcément, il parle beaucoup de trucs scientifiques, mais il y a rien de compliqué en vrai dans l'histoire ou quoi. Mais c'est le fait qu'il y ait, beaucoup de science qui le fait, enfin qui fait qu'on le classe dans ce genre-là quand même. Et en vrai, ça me fait penser comme ça, genre... peut-être qu'on y reviendra plus après, mais est-ce que... Est-ce qu'il faut aimer la science pour lire de la science-fiction? Parce que là Mmh. aussi, c'est une vision assez stéréotypique de la science-fiction, c'est que de la science, mais c'est pas du tout vrai. Et, euh, et du coup, justement, peut-être que les gens, les personnes qui sont beaucoup moins attirées par les concepts scientifiques, la science, etc., peut-être ils ont moins envie d'en lire aussi. Parce que justement, peut-être ils se disent qu'ils vont lire des encyclopédies sur des concepts scientifiques, etc., et pas de la fiction à proprement dite. Et peut-être que ça peut en effet aussi rebuter certaines personnes à en lire, quoi. Parce que voilà, c'est toujours pareil, en fait, quand je compare avec les films ou les séries, visuellement, comme tu dis, tu parlais de l'adaptation de Seul sur Mars. Les films, ils permettent aussi, enfin les adaptations cinématographiques de livres de SF, je trouve ça génial aussi parce que ça permet de populariser la SF et de faire se rendre compte aux gens que c'est pas, enfin voilà, que c'est accessible pour tout le monde et ça les a peut-être ouverts après à d'autres livres, à la science-fiction même en général. Je suis grave d'accord avec ce que tu dis, mais je pense aussi que des fois, la SF elle-même se tire un peu une balle dans le pied parce que j'ai l'impression qu'il y a certains auteurs qui sont un peu en mode: «Ah regardez, on fait de la SF, c'est pas pour tout le monde», un truc un peu j'ai l'impression des fois la SF, pas la SF en général, mais des fois peut-être certains auteurs qui véhiculent un peu une image de: «C'est compliqué, c'est un genre un peu noble». Peut-être plus noble que la fantaisie parce que, nous on est visionnaires, on voit ce qui se passe dans le futur et je pense que ça Bah aide pas du coup à le démocratiser, en fait. moi, je pense que c'est plus trop enfin, j'ai, pas trop cette impression sur les réseaux sociaux, en tout cas. J'ai plus l'impression que c'est, lié aux lecteurs et aux lecteurs surtout de SF uniquement classiques qui Ouais, lisent beaucoup des hommes et enfin, vraiment qui lisent les gros classiques, enfin, considérés comme des gros classiques de la science-fiction et j'ai plutôt Mmh. l'impression que ça vient des lecteurs, moi, plus pour le coup, plus que des auteurs. c'est vrai que l'exemple que j'ai en tête, c'est d'un autre en fait, j'ai un exemple précis en tête, si vous voulez, je vous raconte l'anecdote. En gros, c'était quand j'étais en master recherche, il y avait un gars de mon master qui avait décidé de faire son mémoire sur l'ASF, et je sais plus qu'est-ce que c'était exactement, sa thématique, mais en tout cas, voilà, ça parlait des SF et quand il nous en parlait, quand on faisait, je sais pas moi, des trucs à l'oral, on racontait un peu nos recherches où on était et tout, il avait un côté un peu pédant, en fait, en mode, «Ouais, la SF, c'est un genre sérieux parce qu'il y a des maths, quoi». C'était un peu son argumentaire et moi, je me souviens que je m'étais dit: «Mais il faut pas qu'il y ait des mathématiques pour que ce soit pris au sérieux, en Ouais, fait». en plus. Et puis c'est virer une énorme partie de la SF finalement, toutes les parties, planète C'est opéra, je sais ça, pas, où on explore, c'est vraiment des récits ouais. d'aventure, finalement et plus c'est très manichéen, le bien, le mal, on va détruire le méchant, de la planète, enfin je Mmh, sais mmh, pas mmh, mais mmh.
là, pour le coup, c'est pas du tout, c'est juste un décor, en fait, la SF, à ce moment-là. Ouais, complètement. Mais lui, il avait un peu ce truc-là, un peu élitiste et tout, mais ouais, du coup, je pense que tu as raison, Marion, ça vient Bah, surtout peut-être plus des lecteurs, quoi. Mmh. je trouve qu'on le voit surtout, dans les listes de SF qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, par exemple. Même si on a de plus en plus qui vont citer, des autrices, comme Becky Chambers, Octavia Butler et tout, mais sur certaines listes, on a vraiment que des anciens auteurs Oui. qui sont pas, enfin, je veux dire, On en moi avait aussi j'en parlé, ai c'est lu du vrai. Asimov, du Frank Herbert et tout, et je renie pas du tout ces auteurs-là, mais en fait, on sent que ça reste, Ça dans un cercle stagne. très fermé d'auteurs anciens de SF, quoi. Il y Mmh. a Katie Stewart, Ouais. ou je sais pas, Ouais. qui est Mmh. celle qui a écrit le livre Faut-il réparer la science-fiction, qui parle justement de ça, en fait, dans son livre, de la fandom un peu de la SF, qui stagne, tout ça. Mais, enfin, on en reviendra un petit peu après, je pense. Mais en tout cas, sur ces questions-là, elle a écrit ce livre et je le trouve super intéressant. Donc, C'est vrai qu'on est peut-être un peu la nouvelle génération de la SF, en fait, qui se mettent un peu en fait, je pense qu'il y a eu une période où c'était très niche et ça avait du mal à se faire, connaître du grand public. Ça a un peu marché via les films, via les séries, je pense au niveau du grand public et après il y a le côté des vieux, de la vieille qui cherchent à revendiquer, le côté, on a des grands fondateurs de la SF, j'ai lu tout Jack Vance, voilà, bref, c'est ce genre de mecs-là, sur, Facebook. Bref, j'aime beaucoup les tacler sur Facebook. Mais mais en tout cas, voilà, et c'est des gens qui, ouais, sont restés dans ce groupe-là et s'auto-complètent les uns les autres, quoi et la nouvelle génération qui va être peut-être plus ouverte aussi à des problématiques, je sais pas, écologiques, féministes, oui. queer, et autres, Queer. bah, va se mettre un peu en contradiction avec ceux-là, même s'ils ont fait ça aussi pour une entre guillemets «une bonne raison», pour se donner une légitimité là où c'était un truc très, très niche, quoi. Ouais. Mais du coup, maintenant, c'est devenu sacré pour eux. Mais je trouve que ces changements, ça se voit dans les parutions parce que même si c'est des textes quand même anciens, on a quand même, des des rééditions ou des toutes nouvelles, des premières parutions en français de livres, écrits par des autrices où il y avait déjà des thématiques queer et tout, qui étaient pourtant très visionnaires pour l'époque et qu'on n'aurait jamais vu, je pense, mais que maintenant, en fait, les lecteurs d'aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus à ces aspects-là et du coup, il y a à la fois les Mmh. nouveaux auteurs qui vont en parler, qui sont publiés, mais aussi on ressort, des anciens textes qui n'ont jamais parfois été traduits encore en français et qui sont en train d'être traduits progressivement, quoi. Je pense de ouf à Ursula Le Guin, j'ai l'impression qu'on la réédite partout en ce Ouais, moment. Oui, c'est le cas d'Octavia Butler aussi, ouais. les nouveaux livres, édités, par, je crois, Au Diable Vauvert, ils sont récents, là. Bah, ça, il y a, bah, Eleanor Arnason qui est quand même un livre, qui date de 91. Il y a Joanna Russ qui a été réédité il y a pas longtemps. Enfin, ouais. Ouais, ça bouge énormément et justement quand elle parle de cette science-fiction un peu qui stagne, Kitty Stewart, je trouve que justement quand tu parles de nouvelle génération, Laure, enfin ça me fait vraiment écho parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe quand on regarde un peu, enfin en tout cas au niveau de la littérature parce que euh, enfin de ce qui est le cinéma de science-fiction, le jeu vidéo, enfin, après c'est vrai que c'est beaucoup cinéma mais euh, le cinéma de science-fiction pour moi est beaucoup moins niche que la littérature science-fiction. Oui, Et, carrément. Ouais, c'est ce que j'allais dire moi. J'ai J'ai l'impression que c'est posé ma vachement question autour plus de ouais. moi aussi. Il y a plein de gens qui ont dit: «J'aime pas trop le lire et je préfère, c'est regarder, c'est un ça. truc plus visuel». Et parce que justement, je pense que c'est aussi la fandom en fait qui peut être un frein à se lancer dans la littérature parce qu'on a l'impression, bon maintenant qu'on est là-dedans, je comptais pas en parler maintenant, mais tant qu'on y est, let's go. On va parler vraiment de la fandom de science-fiction, enfin de la littérature science-fiction, qui est très masculine. Je pense que c'est vraiment nécessaire de le mentionner dans cet épisode. Et j'ai même des chiffres de 2022 d'un sondage de l'Observatoire de l'imaginaire. Je mettrai la ref en description qui dit que 80% des lectures de l'imaginaire des hommes sont
de la science-fiction. Ok. Et 75% des lectures de l'imaginaire des femmes sont de la fantasy. Donc on sait que c'est factuel que les hommes lisent plus de la science-fiction que les femmes. On peut en tout cas moi je parle en tant que femme, et c'est bien parce qu'on est que toutes des femmes ici. J'ai toujours aimé la science-fiction, que ce soit genre les jeux vidéo, les films ou les dessins animés depuis toute petite, sans forcément le conscientiser. Mais pour ce qui est de la littérature, je me suis vraiment mise tardivement à la littérature de science-fiction, parce que pour moi c'était presque exclusivement un monde masculin adulte, en fait, pour les hommes adultes. Mais tu n'allais pas piquer les livres en haut de l'étagère? Je suis choquée. Non, malheureusement non. Je n'osais pas, je me sentais pas légitime. Et du coup, voilà, pour moi, ça peut vraiment rebuter la fandom littéraire science-fictionnelle, parce que c'est vrai qu'il y a quand même... pendant longtemps, maintenant, heureusement, ça change, comme on l'a dit, pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'hommes adultes dans cette fandom-là, et en tout cas, en tant que... je pense que, et pour les jeunes, donc filles ou garçons, et pour les femmes en général, ça nous a un petit peu plus rebuté, en fait. Ça rebute un petit peu plus de se lancer dans la littérature de science-fiction à cause de cette fandom-là. Donc je sais pas si vous pouvez en témoigner, si vous voulez partager, mais en tout cas, moi je pense que si je me suis mise tardivement à lire de la SF, c'était vraiment aussi à cause de cette fandom qui m'intimidait énormément, en fait. Et je me sentais pas légitime à lire de la SF. Regarder des films, etc., jouer à des jeux vidéo, un petit peu moins, mais lire, vraiment, c'est... Et je pense que ça fait un petit peu écho à ce que tu disais, Gaëlle, ou Laure, je sais plus, sur l'élitisme, en fait, de la SF et de la littérature science-fictionnelle. Je pense que l'élitisme science-fictionnel est plus saillant dans la littérature que dans d'autres domaines que, Je pense par dans le exemple, jeu vidéo, il est bien présent aussi. Oui, les jeux vidéo, mais après, ça, c'est vraiment global. Les jeux vidéo, c'est aussi très masculin, donc je pense que ça aide C'est pas vrai, mais du même tout. les premiers jeux vidéo, c'est quand même des trucs liés. C'est Space Invader, c'est déjà de la SF, en fait. C'est vrai, exactement, ouais. Donc les deux doivent être entremêlés depuis longtemps, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc je sais pas si vous avez des expériences, si ça vous a, sans peut-être l'avoir conscientisé, mais peut-être rétrospectivement, est-ce que... Alors moi, je pense que, comme un peu tout le monde, j'avais quand même cette image de la SF, masculine, mais sans forcément donner du crédit à ça, dans le sens où, quand j'ai voulu lire plus de science-fiction, je me suis pas dit que j'en lisais pas parce que pour moi c'était un univers masculin. En fait, juste parce que, j'ai été influencée par les réseaux sociaux dans mes lectures, et c'est pas ce qu'on retrouve le plus, et quand j'en ai lu, je me suis dit: «Bah, pourquoi j'en lis pas plus?» Parce que c'est vrai que c'est finalement le genre que je préfère regarder au cinéma, alors pourquoi pas, en littérature aussi? Et je me suis pas mis cette barrière parce que, c'est plus un univers, d'hommes. En revanche, c'est vrai que quand on commence à chercher des sources, en tout cas, c'est moins le cas, comme je disais, tout à l'heure, avec les listes, mais c'est vrai que quand on cherche un petit peu, on tombe plus facilement sur, des listes ou des articles écrits par des hommes. Mais je trouve que ça change, parce que si jamais je prends justement le Galactic Book Club, Oui, on est actuellement 183 sur ce Discord, et je pense qu'on doit y avoir qu'une dizaine d'hommes dessus, enfin peut-être un peu plus, mais il y en a en gros, il y en a que 3 ou 4 qui vraiment discutent avec nous sur le Discord, sur le nombre total, et même sur YouTube. Je pense que je suis quand même connue, entre gros guillemets, sur les réseaux sociaux pour parler de science-fiction. En tout cas, c'est ce que les gens me disent quand ils viennent me voir, et en pourcentage d'audience, j'ai 93,9% de femmes. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, dans mes statistiques de podcast, c'est des hommes majoritairement qui écoutent mon podcast, donc c'est super intéressant de voir c'est ça. trop rigolo, ça. Ouais, c'est ça. Si tu prends Horizon Universe, Oui. sur les réseaux sociaux, elle a partagé il y a pas très longtemps ses stats en story, et on en a discuté justement parce qu'elle a complètement l'inverse aussi. Elle a beaucoup plus d'hommes. Ah Alors je ouais. sais pas si c'est parce qu'elle parle plus de cinéma aussi. Oui, sûrement. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est la sphère, on va dire, Booktube, Bookstagram et tout ça, c'est beaucoup investi par les C'est très féminin, par je les pense. femmes, ouais. Et que du coup, ça c'est peut-être, ça inclut un biais, je pense, du fait que, les gens qui viennent sur le book club sont des gens en général qui te connaissent par les vidéos ou par Insta.
Et comme c'est surtout les meufs qui regardent ce genre de vidéos, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, c'est sûr que doit y avoir, une certaine, influence, mais enfin, ça reste un chiffre très élevé en stats et ça aurait pu être moitié-moitié, tu Ouais, vois? complètement. Mais, mais bon, c'est vrai que je pense que dans la sphère, littéraire des réseaux sociaux, ça reste majoritairement féminin, donc ça a un impact. Je crois que j'avais entendu parler aussi de la difficulté pour les femmes justement, qui étaient autrices de SF, de sortir du rayon jeunesse et Mmh. d'aller dans Oui, les rayons, dans le rayon adulte quoi, justement. Donc il y a aussi, un biais, au niveau des personnes qu'on peut lire, quoi. Bah, je pense que même en fantasy, hein, c'est le même, enfin, dans Mmh. l'imaginaire en général, c'est le problème pour les c'est autrices. ça. En fait, je trouve que les œuvres, enfin les livres écrits par des femmes sont moins pris au sérieux que ceux des hommes. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, moins pris au sérieux, mais Bah si, c'est considéré Bah, si, c'est un comme, peu ça. comme dédié peut-être plutôt aux enfants, plus simple, plus accessible, plus, gentil aussi, moins technique parce que les femmes sont moins capables de faire, bref, je vais pas Il y a un côté très patriarcal, dans les bah choix oui, oui. d'édition, je pense, hein. Même si, comme on le disait, ça change parce qu'on voit de plus en plus d'autrices arriver Mhm. en Et SF ça fait ou de plaisir. titres justement, sortir, de la face cachée de la science-fiction parce elles étaient des femmes et on n'en parlait pas et on en parle maintenant, quoi. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir, ça bouge, ouais, je trouve que c'était intéressant de mentionner ça aussi, cette fandom et puis cette dynamique un petit peu entre les genres. Quand on veut lire de la science-fiction aussi pour s'évader, découvrir de nouveaux mondes, etc., bah, des fois on peut tomber dans des univers carrément déprimants, noirs, dystopiques, apocalyptiques. Et bon, après, pareil, c'est un obstacle qui s'étend au-delà de la littérature science-fictionnelle, hein, ça concerne toute la SF, cinéma, etc. Mais encore une fois, là où un film peut durer 2 heures, 3 heures, et que si on n'aime pas, bah, au pire on arrête, au pire bah, c'est vite fini. Bah, pour le cas de la littérature ou d'un livre, c'est encore compliqué parce que l'immersion est plus longue. Alors ça dépend du rythme de lecture de chacun, hein. Je sais qu'il y en a qui peuvent lire un livre en une journée, moi c'est clairement pas mon cas. Mais ça peut jouer aussi sur nos habitudes. Souvent les gens ils vont lire avant de dormir et bah, je comprends qu'ils aient pas forcément envie de se plonger dans un futur catastrophique juste avant de s'endormir. Et encore une fois on peut se dire que bah, on peut abandonner la lecture, mais je sais que c'est une pratique beaucoup moins adoptée dans le monde de la lecture qu'au cinéma par exemple, genre d'abandonner un film, genre abandonner un livre, c'est un petit peu plus tabou. Enfin, il y a ce débat un peu des gens qui n'abandonnent pas du tout une lecture et t'en as qui ont aucun scrupule. Moi, personnellement, j'ai aucun scrupule à abandonner un livre au milieu. Mais voilà, Pareil. peut-être qu'il y a aussi ce côté-là immersif où, bah, en fait, les gens, ils ont envie de s'évader, mais finalement, bah, en plus du caractère un peu technique, scientifique, etc., il y a aussi bah, très souvent ce caractère, comme on a dit, un peu pessimiste. Et finalement, ça peut rebuter si on a envie de s'évader dans un nouvel univers. On n'a pas forcément envie qui nous pousse à réfléchir sur notre prochaine fin du monde. Donc, je sais pas aussi c'est ce que vous en pensez. Alors déjà, je dirais que enfin, je sais pas, Madame Bovary ou Le Père Goriot, c'est 1000 fois plus déprimant que tous les livres, de Oui, SF que j'ai lus. bien sûr. Donc je pense que oui, ça c'est sûrement juste une habitude de lecture, quoi. On va pas retrouver, les uns et les autres, la même chose dans la dépression, d'un livre, quoi. Ensuite, on peut aussi avoir une fascination pour tout ce qui est, inquiétant, flippant, enfin, il y a qu'à voir le succès d'une série comme La Servante écarlate, ou même du livre du coup, ça peut être aussi très prenant même si le thème a l'air inquiétant. On a ce côté, on va voir les personnages qui résistent, on va gagner un peu d'espoir en les voyant, faire des petites, victoires aussi. Donc je pense que même à travers la difficulté, d'un thème, il y a toujours, quelque chose qui peut aussi en ressortir, de motivant, quoi. Et puis il y a tout un pan, de la SF qui est, très, sense of wonder quoi aussi, qu'on oublie peut-être auquel on ne pense pas en 1er lieu, mais si on regarde Star Wars, on est loin d'un alors Star Wars c'est plutôt de la science fantasy bon, mais on n'est pas dans l'ambiance d'un Blade Runner quoi. Il y a quelque chose de très on va voyager de planète en planète, on va Mmh. avoir plein de personnages, hauts en couleurs, plein de lieux, super beaux à découvrir, il y a un côté fun aussi parce qu'on va toujours réussir comment, réparer le machin, je sais pas, c'est un peu il y a un côté, aussi bien, dans les décors que dans les personnages, que dans, les actions qui sont motivantes, quoi. Donc je pense que c'est peut-être un peu réducteur de penser ça,
en premier lieu à la SF si on pense, à la première scène de Blade Runner, OK, c'est triste, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses, notamment dans le space opéra, je pense qui sont très, fun. Moi, c'est vrai qu'il y a des livres de SF que je lis pas parce qu'effectivement, j'ai peur qu'ils me dépriment trop. Après, je pense que c'est parce que moi, de façon générale, je suis un peu chochotte aussi, ou même que j'ai des trigger warnings que j'ai pas envie de forcément de voir dans des livres, donc c'est pas que spécifique à la SF. Mais c'est vrai que, je trouve que la SF a cette particularité, d'être, parfois, très glaçante dans son côté visionnaire, en fait. C'est-à-dire que le fait de parler d'un futur proche, je sais pas moi, apocalyptique ou qui montre une dystopie et cetera, ça me ça va beaucoup me toucher parce que je me dis que ça pourrait arriver, en fait. Et comme c'est des sujets où moi, justement, je préfère être un peu dans le déni et pas trop y penser pour pas déprimer, du coup, c'est pas forcément, des lectures vers lesquelles je vais aller. Même si, je suis complètement d'accord que la SF ne se réduit absolument pas à ça, et qu'il y a plein d'autres livres de SF que je veux lire de toute façon, donc dans tous les cas, je trouve mon bonheur en SF. Mais c'est vrai que, moi typiquement La Servante écarlate, je ne veux pas voir la série, je ne veux pas lire le livre, alors que ça a l'air d'être très, très bien fait. Mais juste je sais que ça va trop me déprimer, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu ce truc-là. Là où, pour reprendre l'exemple de la fantasy, il y a aussi des fantaisies très, très sombres, et très déprimantes. Mais comme, je trouve que disons que le reflet de notre société, ça forme une sorte de miroir qui est un peu plus déformant et un peu plus lointain de ce qu'on connaît, ça va moins me toucher, moins me heurter, que certains livres de science-fiction qui parleront vraiment d'un futur proche et dans une société qui ressemble beaucoup à la nôtre. Moi, j'avoue que j'aime bien tous les aspects, j'aime bien à la fois lire de la science-fiction qui est déprimante, ça me dérange pas du tout, mais c'est pareil, j'ai pas forcément de trigger ou quoi. J'aime bien avoir, des lectures, en règle générale, même, hors de la SF qui vont me faire ressentir plein d'émotions, que ce soit positif ou négatif et hem et du coup, moi, ça me dérange pas, mais je peux très bien comprendre que ça soit le cas. Je pense notamment à 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny, qui est un recueil de nouvelles, sur, un futur où, le réchauffement climatique a fait des ravages qui, en plus, se passent en France. Donc Ouais, quand c'est on le ça. lit, c'est hyper impactant et c'est hyper, ça peut être hyper déprimant, donc clairement, je le conseille. C'est pas un livre que je vais conseiller à tout le monde, mais ce que je trouve, génial dans la SF, c'est que c'est tellement diversifié qu'on peut aussi se tourner vers de la SF purement divertissante avec, du Skyward, du Félicratie et en fait, faut pas juste, réduire la SF à des choses déprimantes. On peut tous trouver des choses, qui nous intéressent en SF, je pense. Mmh. J'avais un autre point juste avant de faire la conclusion. J'en parlais avec quelqu'un justement qui me disait qu'elle voulait pas lire, cette personne, elle voulait pas lire de SF parce que elle préfère lire des choses qui sont plus ancrées dans le monde actuel, lire des choses qu'elle peut vraiment ressentir. Donc ça fait justement écho à ce que tu disais, Marion. Moi, j'entends tout à fait ce qu'elle m'a dit, mais ça m'a vraiment interrogée parce que j'ai jamais été autant touchée ou j'ai jamais autant ressenti de choses qu'en lisant, qu'en regardant ou qu'en jouant à de la SF. Et du coup, ça m'a vraiment interrogée. Et justement, je pense que donc du coup, j'allais y venir, mais pour moi, c'est vraiment révélateur de ce stéréotype de la SF un peu space opéra sur d'autres planètes avec plein d'espèces, etc. Un petit peu genre vraiment totalement irréel en dehors de notre monde, alors qu'il y a des choses totalement, enfin, il y a des œuvres ultra ancrées et notamment aussi le sous-genre de l'anticipation qui est dans notre futur un petit peu, qui est dans un futur proche et qui peut faire totalement, qui peut refléter totalement notre société actuelle. Mais du coup voilà, ça m'a vraiment interrogée. Et après là, c'est aussi, ça va un petit peu au-delà de la littérature. Ça concerne aussi tout ce qui est voilà les films, les séries, les jeux vidéo. Voilà, les gens croient que la SF ça se passe principalement dans des mondes irréels où voilà, on ressent pas des choses qui sont ancrées dans notre monde actuel, quoi. Et la personne m'a vraiment dit qu'elle voulait pas lire. C'était pas regarder ou quoi, c'était vraiment ne pas lire, quoi.
C'est un côté peut-être d'élitisme justement, trouver que c'est un peu trop simple, c'est l'inverse de ce qu'on pensait, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'élitisme prétendu de la SF. Il y a aussi des gens qui ont l'impression que c'est un peu décérébré, que c'est juste, du Mars Attack Oui, quoi, parce que du, piou piou c'est piou, c'est la ça. guerre, les voilà et ça s'arrête là quoi. Il y a pas vraiment de complexité dans les personnages, c'est presque, on est resté dans les années 50 quoi. Ouais, c'est ça, parce que la SF, justement, dans ces années-là, elle avait. Enfin, sa réputation, c'était d'être vraiment le mauvais genre. Oui voilà. Du coup, ouais, peut-être aussi. Peut-être aussi. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment. Oui, il y la- a ces 2 extrêmes dans la vision de la SF qui alors qu'au final, c'est entre les 2. Enfin, on peut avoir de tout. C'est mais justement, même en ça, en cette réflexion, en voyant on peut avoir des visions, totalement opposées, ça montre à quel point, en fait, on peut vraiment trouver de tout parce que pour avoir, ces pensées-là tellement différentes, c'est Oui, je suis qu'il y d'accord. a vraiment des choix variés, quoi. Oui et puis, moi j'ai l'impression aussi que c'est, une problématique qui est plutôt, générale au genre de l'imaginaire, parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi en fantasy d'être en mode, «Ah moi je lis pas de trucs qui se passent dans d'autres mondes, ah moi je lis pas des Ouais. trucs qui sont pas Mmh dans le mh. monde réel» et à côté de ça, on voit Star Wars, Dune, Game of Thrones qui vont avoir des tellement de gens qui vont les regarder, des visionnages, de fou et c'est vrai que c'est assez paradoxal Mmh. du Mais coup, je pense quoi. qu'on a la même chose pour plein d'autres genres. Si on pense à de la romance, on peut avoir la romance Harlequin et le truc incroyable, Mais qui je pense que les gens se posent pas forcément la question de si c'est de la SF ou pas parce que, j'ai eu, encore, récemment une conversation avec mon copain là-dessus, qui lui, lit pas forcément, énormément, hein, voire, quasiment pas, mais qui regarde pas mal, de films, enfin qui regarde pas mal, ça dépend son temps, mais plus en tout cas que des livres et dans ses choix de films, il y a beaucoup de SF et quand je lui ai fait la remarque, il me soutenait que non, alors que par exemple, un des films que récemment il a regardé, je ne sais combien de fois, c'était Tenet et clairement on est dans un registre, de science-fiction et en fait, j'avais beau lui dire: «Oui, c'est de la science-fiction», il essayait de me contredire et au bout d'un moment, il s'est rendu à l'évidence que oui, c'est de la SF, enfin, il y a Ouais. Et mais pourquoi cette mais pour lui, réticence alors de pas admettre que c'est de la science-fiction? Est-ce que justement c'est bon, je pense que là, c'était juste un jeu parce qu'il voulait avoir raison, mais je veux dire qu'en fait, les gens conscientisent peut-être pas que, ils vont regarder tel ou tel genre. Je pense qu'il y a pas cette réflexion. C'est soit, la bande annonce te donne envie et tu vas le voir, soit ça te donne mmh. pas envie et tu penses pas. Alors que peut-être qu'en littérature, comme tout est classé par genre, tu as une vision différente, enfin l'approche est différente parce que faut que tu ailles chercher un livre dans un genre Ouais, bien si tu catégorisé dans ta librairie, quoi. oui, si tu avais un cinéma, dédié, ouais, à la SF, et un cinéma dédié, aux films français, classiques, tu t'en rendrais plus Peut-être. compte, ouais. Parce Mmh. qu'il y a aussi plein de monde qui lisent de la SF, qui est classée pourtant en littérature blanche, parce que c'est des auteurs qui ont l'habitude d'être classés en littérature blanche et tout et en fait, ils se rendent pas compte que ces livres-là, c'est de la science-fiction, Mmh. parce qu'ils l'ont pas pris dans le rayon, quoi et je pense que nous, en tant que, personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de genre et cetera, on va plus se poser la question mais en vrai, avant quand je lisais, est-ce que je me posais autant la question sur, quel genre je suis en train de lire? Je sais pas, tu Je vois? pense que, encore une fois, ce qu'on peut retenir du coup de tout ça, c'est que bah, les principaux obstacles qui empêchent les gens de lire de la SF sont très liés bah, aux stéréotypes de la science-fiction, qui est donc voilà, que la SF va dépeindre des mondes irréels dans des space opéras, n'en plus finir, alors oui, il y en a, mais c'est pas exclusivement le cas, que la SF dépeint aussi des mondes ultra déprimants qui poussent à réfléchir sur la fin du monde, mais alors que c'est pas tout le temps le cas. Et en vrai, alors ça c'est mon propre avis, mais je pense que pour moi l'obstacle le plus difficile à déjouer pour les gens qui n'ont jamais lu de SF, bah, c'est les explications et les vulgarisations scientifiques que le cinéma, la BD ou le jeu vidéo peuvent déjouer plus facilement en vrai je pense. Mais pour ce qui est vraiment de la littérature de SF, je pense que ça reste un peu l'obstacle majeur et c'est dommage parce que oui dans certains livres faut passer par des pages de vulgarisation scientifique mais ça vaut tellement le coup parce que l'histoire elle est dingue et immersive. Mais après voilà il y a plein de livres de SF qui n'ont pas du tout qui n'ont pas une once d'explication scientifique ou de vulgarisation scientifique qui sont aussi extrêmement très bien. Donc voilà, en fait, moi, ce que je retiens un peu de tout ça, je me rends compte qu'en fait, ces obstacles-là, ça nous fait nous rendre compte que la SF, elle est juste pas assez bien connue. Et d'où l'intérêt de faire cet épisode, en fait.
pour terminer, aujourd'hui, quel serait votre roman de SF favori ou celui qui vous a le plus marqué et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette lecture? Donc, C'est dur. oui, je sais que c'est une question très difficile. Moi, je serais incapable de répondre à cette question si ça peut te rassurer. Ah, mais on va t'obliger, tu vas répondre. Ah merde. C'est donnant. Faut que je réfléchisse. Oui, c'est vrai. Je pense que le roman qui m'a le plus marqué et le plus plu, alors je pense que je vais dire Hyperion de Dan Simmons, parce que d'un côté il est très très marquant, parce qu'il y a des choses absolument très dures à lire, on va dire, assez difficiles de rentrer dedans. L'histoire, c'est plusieurs personnages qui racontent chacun leur histoire, et du coup chacun a son style. Et les 2 premières histoires sont, à mon avis, assez dures pour rentrer dedans, donc j'ai mis un peu de temps. Et là, pour le coup, heureusement que j'ai pas abandonné, parce que j'aurais raté, voilà, un de mes livres préférés. Et très ça m'a beaucoup plu parce que vraiment, notamment sur les dernières histoires, c'est des choses qui m'ont marqué d'un point de vue personnel, d'un point de vue, je sais pas, genre juste sur ma vision du monde, même actuelle. Et puis le style d'écriture m'a plu. Enfin, il y a absolument tout qui m'a plu dans cette histoire, même si c'était très difficile de rentrer dedans, sur la première histoire notamment. Mais du coup, voilà, je pense que ouais, je vais dire Hyperion, et puis la suite aussi, c'est très marquant. Oui, Hyperion, oui. Moi, je t'avoue que justement, la difficulté que tu mentionnes, moi, ça m'a pas motivée. Genre, je l'ai terminé, mais ça n'a pas été une lecture très. En fait, je pense que je suis passée à côté. Faudrait que je le relise vraiment. Je pense qu'il faudrait vraiment que je le relise, mais ok. Donc pour toi, c'est Hyperion, très bien. Marion, du coup, est-ce que tu as un livre? Moi, j'ai envie de dire, allez, du Anne Leckie avec La justice de l'ancillaire et enfin sa saga dans sa globalité, les Chroniques du Ratch, on va dire. Même si j'aurais très bien pu citer du Tchaïkovski ou du Becky Chambers, enfin c'est dur de choisir. Mais c'est vrai que cette saga m'a quand même beaucoup marquée pour plein de raisons, parce que j'ai adoré les personnages, même si le développement des personnages n'est pas très marqué dans le tome 1, on apprend à s'y attacher beaucoup. Il y avait de l'humour et il y avait toute une intrigue qui m'a énormément plu avec ces ancillaires. Mais bon, c'est difficile de résumer ce livre. Et puis, des petits plot twists, plein de réflexions aussi sur des sujets comme le genre, la colonisation, sur plein de choses. Donc en fait, c'était vraiment un tout cette saga, et en plus, je l'ai vécu avec le Galactic Book Club, donc ça a ajouté un step encore. Mais ouais, c'est une des lectures qui m'a le plus marquée, en tout cas l'année dernière. C'est clairement la lecture, c'était ma lecture de l'année, quoi. Je vais le lire. Oui, moi, j'ai toujours pas lu non plus. Faut que je lise. Mais vu comment tu le vends. Après, Gaëlle, elle l'a abandonné, hein, donc après, ça dépend des personnes, hein. Ah, j'adore, ça dépend tellement, c'est incroyable. Et du coup, Gaëlle, toi, quel serait ton livre de SF favori? Alors, moi, Marion ne sera pas surprise, mais moi, c'est Tyrannael d'Elisabeth von Harburg, donc, qui est une saga en 5 tomes. Et ce qui est très ennuyeux, c'est qu'en France, ils ont juste sorti 2 énormes intégrales, pas du tout transportables et pas du tout pratiques à lire. Mais elles sont belles. Mais elles sont Ça très vaut le belles. coup. Ça vaut le coup, et ça m'a transportée. J'ai rarement été autant transportée dans un bouquin de façon générale. Alors que je pense pas que ça plaira à tout le monde, ça reste assez particulier. C'est très introspectif, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est assez lent. Mais c'est tout un univers que von Harburg, elle dépeint, quoi. Et je suis triste parce que je ne connais encore personne qui l'a lu. Donc je tanne Adèle, qui est quelqu'un aussi du book club, pour qu'elle le lise. Mais voilà, ouais, vraiment incroyable. Mais j'aimerais bien que tout le monde le lise, moi. Vous l'avez entendu. En plus, il a failli passer une fois en LC, hein. Il était pas loin de Oh là passer là. dans un des votes. Ben oui. La Bah oui. frustration, Gaëlle. Ouais. D'ailleurs, dédicace à tous les membres du Galactic Book Club. Hein, j'ai oublié, mais évidemment. Et toi, tu dis pas le tien, Ah oui. Parce que tu nous poses cette question ultra difficile, à toi d'y répondre aussi, quoi. Oh mon Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, je suis à votre place et je trouve ça vraiment très compliqué. La nuit des temps de Barjavel. Non, c'est moi. Non, mais tu profites de ça pour dire plusieurs noms, là. Ça, c'est la triche.
Non, non, non. Non, et celui-là, le retenez pas. Non, c'est vraiment une inside joke. C'est vraiment, on a fait la LC de la nuit des temps avec le Galactic Book Club. Et vraiment, c'était une catastrophe, ce livre. En fait, Enfin, je sais qu'il y en a. J'en garde un bon souvenir parce que les échanges, c'était cool, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je reste attachée à ce livre pour ça. Mais voilà, non, j'ai vraiment pas du tout aimé La Nuit des Temps. C'est pour ça, c'était une blague. Mais c'est aussi pour avoir le temps de réfléchir. Il y en a vraiment beaucoup qui me viennent, mais je pense que je dirais La Horde du Contrevent de Alain Damasio, en vrai. Qu'en plus, j'ai eu la chance de voir au théâtre. Pour son livre, il a adapté son dernier livre, je crois Les Furtifs, c'est son dernier, en pièce de théâtre, et vraiment, je savais c'était pas. incroyable. Est-ce qu'il y avait le guitariste aussi? Oui, exactement. Je sais plus son nom. De toute façon, je mettrai en description, mais c'était un spectacle, mais génial. Franchement, j'ai adoré. Genre. Et bref, du coup, pour moi, ça serait La Horde du Contrevent, mais après, franchement, il y en a plein. Moi, j'ai énormément aimé Rendez-vous avec Rama aussi de Arthur C. Clarke. On a dit qu'un On a seul. dit un seul, oui. Sinon, moi aussi, j'en rajoute. Je sais, vous avez Moi raison. aussi, je vais faire Vous une avez liste. raison. Je commençais à tricher. Oui, mais c'est mon podcast, donc j'ai le droit de tricher. C'est un bon argument. Donc, pour clore ce petit échange, parce que oui, malheureusement, il va falloir mettre fin à cet épisode, j'aimerais vous laisser recommander, du coup, cette fois, un roman de science-fiction qui, selon vous, est vraiment top pour débuter dans la science-fiction. Donc, que ce soit même en VO ou en VF, tout dépend. Mais voilà, si vous deviez recommander un livre pour débuter en SF, lequel ça serait? Donc, Gaëlle, si tu veux te lancer. Oui. Du coup, pour commencer, moi, je conseille Oriane Welton, qui a écrit... Enfin, moi, j'en ai lu 2 d'elle. J'ai lu After et j'ai lu Simca. Et je trouve ça très bien pour débuter parce que en termes d'apport scientifique, etc., c'est pas trop compliqué, je trouve. Son écriture est vachement fluide. Et puis ses thématiques sont intéressantes, c'est un peu percutant. À chaque fois, il y a une sorte de chute. En tout cas, il y a des mystères. On en apprend un peu plus au fur et à mesure. Et en plus, c'est une autrice. Elle est française. Il y a de la diversité dans ce qu'elle écrit. Donc voilà. Et c'est pas des bouquins qui sont trop longs non plus. Donc moi, je trouve ça vraiment très bien pour commencer. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça coche un peu toutes les cases pour débuter dans la SF. Donc, ok. Laure, du coup, pour toi, ça serait quel livre? Alors moi, je vais conseiller un bouquin en young adulte parce que parfois, en fait, on réduit le young adulte en SF à de la dystopie, à la Hunger Games, on va dire, et c'est un peu, enfin, je veux dire, c'est très lié à un seul type, on va dire, presque de SF, avec une héroïne forte, avec les mêmes problématiques, on va dire. Et je voulais sortir un peu de ça parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent que ça en young adulte de SF. Et du coup, je voulais conseiller La Faucheuse de Neil Shusterman. Je ne sais pas si vous l'avez lu? Ah oui, il paraît qu'il est bien. Je l'ai pas lu, mais ouais, il a l'air très bien. Et c'est, donc il y a 3 tomes dans la série, du coup, la trilogie, et c'est une porte d'entrée vers des thèmes plus typiques SF, donc des thèmes qu'on trouverait dans la SF adulte, on va dire, qui est, à mon avis, parfaite parce que du coup, on a cette fluidité de lecture, du young adulte, mais avec des thèmes, profonds, bien traités, des personnages qui évoluent de façon, vraiment maligne, des personnages très originaux aussi, même au niveau de la SF, en elle-même. On a notamment une IA, très originale, même, voilà, même, dans des thèmes plus, de SF adulte, et du coup, je le recommande à 2000 pour tout le monde, même pour les gens qui ne liraient pas, spécifiquement du young adulte, La Faucheuse. Et Marion? Je m'étais fait une liste, mais faut en choisir un. Eh oui. Je pense que je vais aller vers un livre qui est de la science-fiction, mais qui se ressent peut-être moins comme tel et qui pourrait plaire à des gens qui veulent pas forcément d'espace, de dystopie ou quoi que ce soit, avec Des fleurs pour Algernon. Oh mon Qui est Dieu, quand c'est même, lui que je voulais donner. J'adore. Non, mais c'est parfait, je vais pouvoir en donner un deuxième comme ça. qui est quand même déjà un classique de la science-fiction. Il n'est pas tout jeune, mais je trouve qu'il a quand même bien vieilli. Mais bon, s'il y a deux, Il a trois petites vraiment bien choses vieilli, je trouve, quand même. Ouais. sur lesquelles on pourrait redire maintenant, mais globalement, il a très bien vieilli et où on parle en fait de Charlie qui a un retard mental, qui va subir une opération. Et suite à cette opération, il va devenir de plus en plus intelligent. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer vraiment sur tout l'impact que cette évolution va avoir sur lui, sur son entourage, sur ses relations avec les autres.
Donc il y a vraiment rien de scientifique à part cette opération, qui arrive là et on va vraiment parler de tous les changements. Oh, excusez-moi, ça c'était Mozart et s'intéresser, vraiment à la psychologie du personnage avant tout et on est dans notre univers finalement, enfin on est sur Terre, on est, à une époque un peu «plus ancienne» entre guillemets avec, les objets qui nous entourent mais voilà, on part pas, dans l'espace ou quoi que ce soit donc je pense qu'en vrai ça pourrait, toucher pas mal de personnes et qu'on ait lu ou pas de la SF. Ouais, je recommande aussi, du coup, c'est celui que je voulais donner. Donc, j'avais adoré, surtout que c'était un des premiers qu'on avait fait aussi, une des premières lectures communes qu'on avait fait dans le Galactic Book Club. Et, Ouais. ah, mais j'en garde un souvenir. J'ai hésité entre lui et La Horde du Contrevent. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Donc, ouais. Et il avait fait, tout le monde avait adoré, je crois, sur le Discord de Oui, mémoire. oui, en effet, c'est vrai. Ouais. Puis, il est pas très long, hein, en vrai. Non. Par contre, je conseille vraiment le livre, pas l'audio, parce que l'audio, c'est sur la nouvelle, parce que de base, c'est une nouvelle qui a ensuite été réécrite sous format roman. Et l'audio qu'on trouve correspond à la nouvelle, donc c'est beaucoup moins poussé et ça dure, je crois 30 minutes, quoi. Alors que le livre, lui, fait 400 ou 500 pages. J'adore ce livre. Moi, franchement, j'hésite parce que vous avez donné... En fait, j'en avais quelques-uns et selon ce que vous alliez proposer, j'allais choisir. Et en fait, vous avez proposé des livres assez variés et qui justement sortent un petit peu de ce qu'on peut penser de la science-fiction. Et du coup, j'avais envie de faire la meuf chiante et de proposer un livre un peu justement... qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux, etc. Mais tout le monde le connaît de nom. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Je reste dans les classiques vraiment. C'est une bonne option. Parce que déjà il est court. Je trouve qu'il est, de Arthur C. Clarke du coup vraiment j'adore Arthur C. Clarke. Déjà il est court donc ça aide et je trouve qu'il n'a pas du tout mal vieilli. Les explications ne sont pas si compliquées non plus à mon sens et je trouve que c'est quand même une super porte d'entrée pour la science-fiction dans l'espace, etc. Un peu plus comme on s'y attend entre guillemets. Donc Moi, voilà. j'ai bien aimé, notamment, c'est ancien et puis il n'y a pas trop de clichés hommes-femmes gênants. Je pense Oui, que voilà. Arthur C. Clarke, c'est un bon. Enfin, pas que pour ce livre-là, même, c'est Oui, une bonne option. en fait, il y a 2001, le site de l'espace, il y a vraiment Rendez-vous avec Rama aussi. Souvent, c'est avec Des fleurs pour Algernon, c'est les trois que je recommande souvent pour débuter dans la SF. Donc ouais, je trouve que Arthur C. Clarke, moi j'adore cet auteur. Donc voilà, un petit peu les recos. Pour terminer cette fois vraiment l'épisode, est-ce que vous avez un petit mot de fin, Laure? Ouais, moi, je voudrais dédicacer à Fanny. Fanny qui est une nouvelle dans la SF, donc bienvenue Fanny et j'espère que toutes nos recos Bienvenue. pourront te plaire. Bienvenue Fanny, alors dédicace à Fanny. Gaëlle, est-ce que tu as un petit mot de fin ou une dédicace Oui, à je vais faire? aussi faire une petite dédicace à mon amie Louise, qui déjà est très gentille parce qu'elle écoute mes recos de livresque et elle les lit. Oui, Et puis, c'est une vraie amie ça. ouais, voilà, c'est une vraie pote. Et en plus, elle a lu Rien à trois corps. Il lui a tellement plu que déjà, ça l'a vraiment lancée dans les lectures SF. Et ensuite, elle l'a répandu à son tour auprès de plein de gens qui l'ont lu et qui l'ont aussi adoré. Donc trop bien, voilà. La SF se répand. Mais c'est bien. génial. Ouais, trop cool. On a des guerrières ici en fait, des guerrières de la SF. Exactement. Marion, est-ce que t'as un petit mot de fin ou une dédicace à faire? Moi, je voudrais remercier, toutes les personnes du Galactic Book Club parce que, en vrai, quand je me suis lancée, avec, ce club de lecture, c'était, pour découvrir la science-fiction, donc j'étais vraiment, une débutante et du coup, je remercie tous ceux qui ont voulu m'accompagner dans cette aventure et tous ceux qui sont arrivés en connaissant déjà beaucoup plus de choses en science-fiction et qui ont pu, m'aiguiller dans mes choix, me donner des conseils et tous ceux qui sont là maintenant et qui font vivre, le book club, tous les jours, quoi. D'ailleurs, je le redis, mais voilà, il y a le lien pour venir nous rejoindre donc, en description, donc n'hésitez pas. Si vous voulez plus de recos. Voilà, si vous voulez plus de recos, parce que là, j'ai été méchante, voilà, j'aurais demandé une lecture à chaque fois, j'ai dû On les est contraindre. frustrés. Donc voilà. C'est ça.
Bref, encore merci les filles d'avoir répondu présentes pour cet épisode, le tout premier. Vous étiez vraiment les toutes premières invitées, je le redis, donc ça me fait vraiment super plaisir. Je suis super contente d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Et voilà, on se redit à bientôt pour un prochain épisode.